Salut à tous! Il y a longtemps qu'on voulait aborder le sujet du dopage parce qu'il est beaucoup trop souvent associé au cyclisme. Donc aujourd'hui, avec Florian, on va revenir surtout sur la lutte antidopage et la manière dont les choses sont faites dans le milieu pro en vous racontant quelques anecdotes. C'est parti! Oui, salut à tous, salut mon Lolo, et forcément, qui dit dopage, trop souvent associe ça au vélo, et on peut dire qu'il y a deux camps qui s'opposent très souvent. On va dire que pour nous cyclistes, le profane dit souvent vélo égale dopé, et de notre côté, le camp des cyclistes professionnels qui se défend en disant le vélo aujourd'hui c'est le sport le plus contrôlé. Nous, on a choisi pour ce premier, on va dire, GCN Show dédié à cette thématique, d'aborder, comme tu l'as dit Loïc, la lutte antidopage, mais surtout vous raconter de l'intérieur quelles contraintes ont les professionnels. Et notamment, mon Lolo, j'aimerais qu'on commence par expliquer qu'est-ce que c'est que ADAMS. Alors ADAMS, ça a été lancé par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, en 2005. Donc c'est une plateforme qui est dédiée aux sportifs sur laquelle on trouve des calendriers qui sont nominatifs. Et sur ce calendrier, chaque sportif doit renseigner une adresse où il est disponible au moins 1 heure par jour. Et ça, tout au long de l'année, c'est pour les contrôles antidopage inopinés. Donc moi je me souviens, il y a 2 choses à remplir exactement. C'est ton activité du jour. Donc tu mets l'adresse l'endroit où tu seras toute la journée, plus une adresse où tu es dispo 1 heure dans ta journée. Donc en général, moi je sais que je mettais l'adresse de chez moi pour 1 heure et ce que j'allais faire dans la journée, je mettais entraînement, adresse inconnue. Donc comme ça, j'étais à peu près sûr de savoir s'ils allaient passer, savoir quand ils allaient passer. Oui, tu me confirmes du coup Loïc, c'est un peu un bracelet électronique virtuel, comme si vous étiez des prisonniers en cavale, obligés de justifier 12 mois sur 12, 365 jours par an, où vous êtes, où vous vivez, où vous entraînez. C'est quand même très très contraignant, on est d'accord? C'est extrêmement contraignant, vraiment. Là, t'es traité clairement comme un criminel. En fait, t'as rien fait, mais t'es traité comme un criminel. Elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Bébé, je traîne dans la night, je suis un criminel. Bon, les coursiers l'acceptent parce que ça y va de l'image du cyclisme, ni plus ni moins. Donc tu fais cette concession-là pour donner la meilleure image du cyclisme possible et pour que toi-même, au moins on croit en toi et que tu sois blanc comme neige, ce qui est très bien. Mais la contrainte, oui, tu l'as dit Flo, elle est permanente. En fait, tu dois me remplir ce tableau trimestriellement. Donc tu mets les 3 prochains mois ce que tu feras. On est d'accord, c'est impossible de savoir ce que tu vas faire. C'est pour ça que moi, je mettais toujours l'adresse de chez moi, avec l'heure chez moi, le matin très tôt, comme ça j'étais sûr qu'il me réveillait, et au moins j'étais là. Et ce que je faisais, je mettais entraînement tous les jours. Mais du coup, quand tu pars en vacances, c'est plus complexe. Regarde, quand tu pars en vacances en camping-car ou en camping tout court, t'as pas forcément d'adresse à donner. Donc là, c'était très très compliqué. Moi, je sais que quand je partais en road trip moto, je mettais l'adresse d'un bar dans un village à peu près vers là où on allait camper, parce que tu as aussi la limite de temps. Il faut que tu renseignes une adresse avant 19h la veille pour le lendemain. Donc c'est-à-dire que nous, on était en moto, tu vois, à 18h30 au milieu des montagnes, on n'a pas de réseau et on sait toujours pas vers où on va dormir. Plutôt complexe l'affaire, tu vois. Alors on précise évidemment que ADAMS est essentiellement utilisé par les cyclistes, mais pas que, c'est un système qui a été créé par l'Agence mondiale antidopage, comme tu l'as dit, et pas seulement réservé aux cyclistes. Il y a de plus en plus de sportifs qui y ont recours et qui y sont contraints. Par contre, est-ce que tu peux nous expliquer, mon Lolo, qui est soumis à ce système, qui choisit quels sont les athlètes qui vont y être soumis, comment ça fonctionne? Alors déjà, la base, c'est les sportifs professionnels qui y sont soumis. Donc attention, tous les sportifs professionnels ne sont pas concernés parce que c'est Flo, j'ai oublié. La fédération, le ministère. C'est la fédération internationale, merci, c'est la fédération, je cherche. C'est la fédération internationale de ton sport qui décide si oui ou non tu feras partie du programme ADAMS. Donc il y a des sports, je ne sais pas exactement lesquels, qui n'y sont pas soumis, mais la quasi-totalité y sont. Les rugbyman, les footballeurs, tout le monde y est maintenant. Aujourd'hui, voilà. En tout cas, oui, ces fédérations que tu viens de citer ont adhéré. Et encore une fois, le cyclisme a été pionnier parce qu'on se souvient, l'ancêtre d'ADAMS pour nous, c'était le fameux suivi longitudinal.
qui nécessitait pas de géolocalisation, mais qui d'une certaine façon imposait à tout cycliste de haut niveau, donc choisi par le ministère pour être sur une liste ministérielle de sportifs de haut niveau, j'en ai fait partie aussi quand j'étais plus jeune, devait se soumettre à des contrôles réguliers, des prises de sang pour vérifier tous ces niveaux en fait, et vérifier tout simplement qu'il n'y ait pas de variation dite anormale. C'était pas exactement un contrôle antidopage, c'était une façon de voir en fait comment ton corps se comporte et s'il n'y avait rien d'anormal de détecter, auquel cas on pouvait arrêter un coureur sans pour autant qu'il soit coupable de quoi que ce soit, mais juste par suspicion de quelque chose bizarre qui pouvait être totalement naturel, mais bon, sait-on jamais, on pouvait l'arrêter. Ça existe encore d'ailleurs, le suivi longitudinal en parallèle d'Adams, Loïc? C'est ce que j'allais te dire, Florian, le suivi longitudinal, il est toujours d'actualité. Nous, on l'avait toujours chez les pros. Donc tu faisais suivi longitudinal plus Adams, plus les contrôles sur les courses. Donc tu vois, t'en avais un paquet. Mais tu l'as dit, le suivi longitudinal, c'était pas spécialement pour voir s'il y avait un coursier qui bricolait ou autre, mais aussi pour des soucis de santé. Moi, je sais, j'ai connu des coureurs qui ont été arrêtés par la Fédé parce que justement, ils étaient trop maigres. Donc ils tombaient dans des choses pas cool, du coup arrêtés pour reprendre du poids, pour pouvoir... Donc c'était un souci vraiment de santé aussi de base. Donc c'est un suivi que tu as. Le suivi longitudinal, il est fait exclusivement pour les SHN, les sportifs de haut niveau. Donc à partir du moment où tu es sur liste ministérielle, tu as ce suivi. Donc ça montre qu'en France, tu vois, on se soucie de nos sportifs, du moins des cyclistes, ça c'est sûr, et encore plus dans le dopage, parce que ce suivi longitudinal, il aurait presque plus lieu d'être avec Adams, le passeport biologique et tout ça. Mais en France, la fédération a décidé de le maintenir quand même. Donc franchement, je pense que ça devient vraiment compliqué si tu as envie de bricoler. Pour expliquer Loïc, le passeport biologique du coup va de pair avec le suivi longitudinal, puisque c'est en réalité un peu une cartographie de chaque sportif, et c'est à ça qu'on va venir comparer les résultats réguliers du suivi longitudinal pour vérifier que tout colle. J'aimerais Lolo, si tu veux bien, qu'on rentre un peu dans le concret de ton expérience et pourquoi pas de quelques anecdotes, et que tu commences par me dire, toi, est-ce que déjà tu as déjà eu un contrôle inopiné Adams, et si pas toi directement, est-ce que tu as des anecdotes autour de ça, de coéquipiers? Moi j'en ai eu plein, Flo. Déjà ma première année où je suis passé pro, en tout j'ai été contrôlé 13 fois dans la saison. Alors je sais pas si c'est parce que c'est... Tu sais, j'arrivais d'une équipe espagnole, alors forcément, tu sais, en France, dès que tu arrives d'une équipe étrangère et que tu marches, t'es forcément dopé. Donc du coup, quand je suis arrivé en France, première saison pro, alors pas que Adams, ça, il y avait sur les courses, il y a eu du Adams, voilà. Donc en tout 13 fois. Adams, tu l'as au minimum, je crois que c'est 2-3 fois dans la saison. C'est le minimum, tu es obligé de les avoir. Et puis moi j'ai été contrôlé un paquet de fois. Je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai dit un peu comment je fonctionnais moi sur ma plateforme. Donc je mettais une heure très tôt le matin avec l'adresse de chez moi, comme ça j'étais sûr de ne pas les rater. Parce que autant vous dire que moi je partais pas m'entraîner à 6h du matin. Donc je mettais de 6 à 7, ou même avant, au début je mettais de 5 à 6. Donc franchement, quand tu te fais réveiller par deux Allemands à 6h du matin chez toi, tu parles pas anglais, le mec il est « Hello, c'est Adams », le mec il est avec sa valise et tout, ouais, un peu rock'n'roll quoi. Mais bon, tu te colles au truc, donc en plus le pire, tu veux savoir ce que c'est le pire, c'est que le mec contrôle, il vient, il te fait uriner, mais il te regarde uriner. Donc ça c'est bien. Il est 6h du matin, t'es en slip, le mec vient de te réveiller, tu te mets face à tes toilettes, tu tiens ta kiloute, et t'as l'autre qui est en train de te regarder la kiloute, genre, il est pas en train de pisser avec un tuyau à côté. Voilà, ce genre de doux réveil qui te met bien toute la journée. Oui, donc pour remettre un peu dans le contexte, forcément, si on vous raconte tout ça, c'est aussi pour expliquer pourquoi souvent on s'insurge d'accusations un peu faites à la légère contre les cyclistes. L'idée n'est pas non plus de tomber dans la naïveté. Le vélo reste un sport très difficile qui forcément tentera toujours les tricheurs. Mais en tout cas, ça aide aussi à mettre en perspective toutes les contraintes qui sont liées à la lutte antidopage et tous les efforts qui sont faits. Continue à nous raconter un peu mon lot, parce que moi, il y a des choses que je sais, mais je suis sûr que tout le monde est friand de savoir. C'est la règle des no-show. Alors, comment ça marche et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ah ouais, ben moi, évidemment, tu me connais. Avec mon cerveau de méduse, forcément, j'ai eu des no-show. Non, en fait, il faut savoir que déjà, tu vois, Adam, il t'impose une heure où tu es disponible à une adresse. Donc ça, très bien. Sachant qu'ils ont le droit quand même de venir te contrôler à n'importe quel moment. Donc c'est-à-dire que tu as donné une adresse,
tu l'as mis de 5h à 6h le matin, tu pars t'entraîner à 8h, ça m'est jamais arrivé, je vous rassure. Tu pars t'entraîner à 8h, le mec il arrive, il est 9h30, t'es censé être chez toi. Dans l'adresse, t'as mis que t'étais pas là, enfin dans ton carnet, t'as mis que t'étais pas là, mais le gars va t'appeler. Si tu réponds au téléphone, t'as 1 heure pour te rendre sur les lieux. Si tu réponds pas au téléphone, le mec normalement il va se dire bon ben voilà, je suis passé, il était pas là, mais vu que c'est pas son créneau horaire, je repasserai. Donc il doit repasser une deuxième fois. Donc il faut savoir que ça c'est des médecins qui sont mandatés en plus. Donc c'est pas toujours des Français, moi généralement j'avais des Espagnols ou autres. Donc les gars ils viennent exprès pour toi. Ils arrivent en avion, ils louent une voiture, ils viennent chez toi. Il y a des gars ils arrivaient de Berlin. Mec, et tu viens me contrôler que moi quoi, au Pays Basque, tout va bien. Bref, et moi ça m'est arrivé, tu vois, c'est pour ça que je parle de Berlin, parce que je te parle de ce fameux médecin allemand, qui a eu la bonne idée de... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, Hans, salut Hans, je sais pas, Hans quoi. Moi j'avais mes horaires du matin, et en fait il s'est dit, bah tiens, mon avion il arrive pas trop tard, donc je vais aller le contrôler ce soir, plutôt que demain matin, ça m'évitera de le réveiller. Bon, il s'est avéré qu'on était en coupure hivernale, qu'il est arrivé à 23h chez moi, et que j'étais déjà dans un bar, dans un état assez avancé. Je te remets dans le contexte, hein, tu vois, il y avait du Joule et tout, c'était trop bien, ambiance de ouf. Ouais. L'avantage, c'est que t'as pas eu de problème pour pisser, quoi. Ah non, ça c'est sûr, mais je pense qu'il a trouvé plus de bière qu'autre chose. Ça c'est voilà. Et du coup, le mec m'appelle et moi je suis en plein milieu de Biarritz, en train de faire la bamboula, presque en train de danser tout nu sur un bar, tu vois. Bon, ben j'ai décroché le téléphone, le mec il m'a dit moi je suis là, t'es obligé d'être là. Bon bah j'arrive. Du coup je suis rentré. Je me suis pas senti de lui proposer une bière, tu vois. Je pense pas qu'il était trop dans l'ambiance non plus. Mais il m'a ken ma soirée, du coup bah je suis resté chez moi après, voilà. Tant pis. Bon, t'as pas précisé une chose, Lolo, que je vais rajouter, c'est la règle des no-shows. On a droit, tu me dis si je me trompe, à 3 no-shows, c'est ça? Enfin, au 3e, t'es sanctionné. Ouais, pardon. Donc ça veut dire que si 2 fois tu ne réponds pas en fait à un de ces appels et à un de ces contrôles inopinés parce que bah, justement tu t'es déjà endormi sur le bar, ce qui heureusement n'était pas encore le cas pour toi ce soir-là, jusqu'à 2 fois dans l'année ça va, mais à la 3e c'est sanction automatique et on a plein d'exemples de sportifs, même autres que des cyclistes. D'ailleurs je trouve que, et tu me dis ce que t'en penses, les cyclistes sont tellement habitués à être contrôlés qu'on est quand même des bons élèves. C'est très rare qu'on ait l'exemple d'un cycliste qui soit suspendu pour 3 no-shows, et pourtant on en connaît tous des branleurs, hein, mais je trouve quand même qu'ils sont très disciplinés. On a eu dans d'autres disciplines Tony Oka qui a eu cette problématique récemment, on a eu des rugbymen, on a par exemple Johan Huget aussi pour ceux qui aiment le rugby, qui ont eu droit à des sanctions malheureusement pour eux pour des no-shows. Toi, comment raconte-nous du coup un no-show qui t'est arrivé et si tu as des histoires comme ça autour de cette règle-là pour terminer. Ouais, excuse-moi, du coup, je suis parti dans mes histoires et j'ai complètement oublié de t'en parler. Avec Hans. Avec Hans, c'est la faute d'Hans, tu vois, Hans, c'est toujours ta faute. Voilà. Et non, en fait, les no-shows, alors du coup, faut savoir que oui, t'as le droit d'en avoir 3 maximum. Ouais, les mecs, ils sont assez réguliers là-dessus parce que en vrai, quand tu te prends une suspension de 2 ans ou de 1 an juste pour des no-shows alors que tu sais que t'es blanc comme neige, t'as jamais rien pris et tout, ouais, ça fait mal. Et puis ça met une mauvaise image sur toi parce que quand même t'es suspicieux quoi. Le truc il est là, bon, il y a moyen de... Voilà. Donc moi, no-show, le premier que j'ai eu, je crois que c'est parce que j'étais resté à Toulouse, en fait un retour de course. Donc j'ai mon avion qui me posait à Toulouse, j'avais une voiture de loc, sauf que du coup je suis arrivé tard, j'ai dit bah tant pis, je passe la nuit sur Toulouse, c'est pas grave et je rentrerai demain matin. Et il s'est avéré que le lendemain matin, moi j'ai pas changé mes horaires, le lendemain matin il y avait un médecin qui m'attendait chez moi. Donc j'ai décroché et le téléphone il m'a dit oui monsieur je suis devant chez vous, vos horaires c'est telle heure à telle heure. Je dis ouais bah c'est compliqué là, de toute façon je suis à Toulouse, donc c'est mort. Il me dit ok vous en assumez les conséquences. Je dis bien sûr j'assume toujours les conséquences. Il m'a parlé un peu comme mon CPE au collège, tu sais. Et ouais, je vois. Voilà, et du coup j'ai assumé les conséquences, j'ai pris un no-show. Bon, t'en prends un, ça va, c'est pas trop grave. Tu te fais un peu remonter les bretelles quand même dans l'équipe parce qu'ils te disent ouais c'est pas sérieux, machin, truc. Bon ok. Bon, faut savoir que le deuxième déjà, après tu te dis il faut pas en prendre un troisième parce que le troisième je suis mort. Et moi, j'ai toujours eu la chance d'en prendre qu'un. Bon, j'en prenais un par an, c'est sûr. En général, c'était début de saison, comme ça, après, je sais que j'étais en flux tendu toute la saison. Mais j'en prenais un par an, ouais. Mais c'est très courant dans le peloton. Tous les mecs qui sont tête en l'air, ils en ont tous au moins un chaque année, minimum.
Justement, Lolo, pour terminer sur ça, tu as parlé des équipes. Les équipes, elles sont évidemment au courant de tout ce qui se passe sur ton suivi Adams, sur tout ce qui se passe d'ailleurs sur le suivi longitudinal aussi. C'est quoi maintenant le discours des équipes? Est-ce que c'est un sujet qu'on aborde souvent en début de saison, au milieu de saison, tout le temps? Est-ce qu'ils font de la prévention? Est-ce qu'ils vous rappellent à l'ordre? Est-ce que pour les jeunes, par exemple, tu vois, qui arrivent néo-pro, il y a une forme d'intégration où on leur explique bien comment ça marche? On leur met un petit coup de pression peut-être là-dessus. Dis-nous un peu comment ça se passait au sein de la Cofidis. Alors il faut savoir que les équipes maintenant, elles se dédouanent de tout. Donc en fait, elles te font signer c'est pas une décharge, mais une charte justement de bonne foi et de comme quoi tu luttes pour un cyclisme propre. Tu es prêt à te plier à 12 000 contrôles s'il faut, que tu ne prendras rien, que tu es intègre. Et voilà, donc ça, nous chez Cofidis, on signait cette charte chaque année. Il faut savoir aussi que toutes les équipes françaises ont signé une charte. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est à l'UNCP ou le machin. Bref, c'est des trucs antidopage en France où il y a des produits qui sont interdits à l'international. Donc il y a toute une liste de produits interdits antidopage machin à l'international. Et en France, ils ont rajouté des produits dans cette charte-là. Lolo, ce dont tu parles, c'est le MPCC, le mouvement pour un cyclisme, je ne sais plus exactement ce que c'est. Oui, voilà. Donc le MPCC, c'est comme tu dis une charte encore plus, on va dire, difficile à suivre. Toutes les équipes n'y ont pas adhéré, comme tu l'as dit, mais normalement toutes les équipes françaises y sont. Ouais, ça, c'est sûr. Et il y avait par exemple dans la liste des interdictions, on en a beaucoup parlé ces dernières années, il y avait les cétones qui ont été interdites par le MPCC alors qu'elles ne le sont pas par les instances antidopage. Par exemple, voilà. Mais dans le doute, le MPCC, qui est présidé par Roger Leger d'ailleurs, les avait interdits en disant on n'a pas de démonstration que ça apporte quoi que ce soit, ni de bénéfique d'ailleurs, mais bon, dans le doute, peut-être ça peut être aussi dangereux pour la santé des coureurs, donc nous, on l'interdit. Voilà. Bref, c'était intéressant mon Lolo, on a déjà passé beaucoup de temps, donc je te propose qu'on conclue. Je t'ai beaucoup fait travailler, donc sur l'actu, c'est moi qui vais bosser un peu. En tout cas, la prochaine fois, on réabordera le dopage et on vous expliquera comment vous doper en toute sécurité sans vous faire choper, forcément, puisque on sait que c'est ce que vous attendez. Bon, blague à part, vous avez bien compris que c'était aussi histoire de montrer à quel point la lutte antidopage, c'est une chose qui est prise très au sérieux et que les années, fin d'année 90 dans le cyclisme ont laissé des traces positives puisque les choses se sont structurées. Évidemment, le filet a beau avoir des mailles très serrées, on l'a dit, on n'est jamais à l'abri, surtout dans un sport comme le nôtre. Allez mon Lolo, on passe à l'actu, va. Et merci pour toutes tes petites anecdotes. Du coup, cette semaine, mon Lolo, tu le sais, c'est la semaine du Black Friday. Maintenant, on a tous l'habitude. Donc, juste pour dire rapidement que sur le shop GCN, il y a des bonnes affaires à faire en vue de Noël, puisque remise jusqu'à 50%, jusqu'à épuisement des stocks. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a tout en description. Sinon, vous tapez shop GCN sur Google ou votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver, y compris d'ailleurs nos tenues Castelli qui sont en promo. L'autre actu cette semaine, c'était la fameuse Zwift Racing League qui s'est terminée la semaine dernière et nous, encore une fois, mon Lolo, on s'est évité ça. Voilà, on a quand même donné de notre personne, on va dire, en début de saison au mois d'octobre avant de partir à Tahiti. En tout cas, ça s'est terminé sur une bonne note pour l'équipe GCN puisque notre collègue anglais Oli Boejerud a terminé deuxième de cette manche, donc c'est notre meilleur résultat si je ne me trompe pas. On avait eu Seba Saedo aussi, je crois, qui avait fait un podium. Voilà, et ce qui donne au cumul de tous les points ramenés par tous les présentateurs GCN, un classement à l'issue des 8 manches, on est 8e par équipe. Voilà, c'est ni bon ni mauvais, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est notre résultat et c'est pas grâce à toi mon Lolo, puisqu'on le rappelle, tu as rapporté un total gigantesque de 0 points. Merci Lolo. J'ai bâché 2 courses, 2 bâches, nickel, impeccable. Non, et moi je vais conclure Flo cette actu sur une actu un peu moins cool avec la chute de Mark Cavendish sur les 6 jours de gants, 2 côtes cassées, un pneumothorax. Pas cool pour relancer la saison. Donc bon rétablissement à toi Marc, force et honneur, toujours. T'as raison, d'ailleurs puisque tu parles de résultats mon Lolo, on peut enchaîner sur le cyclocross et on avait 2 belles courses ce week-end. Ouais, alors on avait le super prestige, attends, je sais pas si j'arrive à lire, j'ai pas mis mes lunettes, le Merckxplas, j'espère l'avoir bien dit. En Belgique.
Voilà, ouais, vous doutez bien que c'est en Belgique déjà. Là, forcément, on reste dans le nord. Et puis quand tu vois le podium des hommes, tu te doutes que, encore plus que c'est en Belgique. Et quand tu vois le podium des femmes, tu te dis, bah, forcément, c'est dans le nord. Donc chez les hommes, victoire de Eli Iserbyt devant Hermans et devant Laurens Swick. Et donc que des Belges. Hein. Et chez les femmes, eh ben, c'est que des Néerlandaises, mais c'est toujours les mêmes. Donc Lucinda Brand qui l'emporte devant, putain je vois rien, Anne-Marie Worst, pardon, et vraiment Flo, hein. Quand on fait des scripts il faut qu'on les grossisse parce que là c'est plus possible. Et Denise Betsema qui complète le podium. Le mieux, Lolo, ce serait que tu regardes les courses comme ça, t'aurais même pas à lire le script. Et du coup, j'ai pris un attentat avec Yo-Yo ce week-end, c'est trop compliqué. Pour aller dans ton sens, le podium de la course de dimanche, qui était du coup la Coupe du Monde, qui, si elle n'était pas en Belgique, forcément, elle était aux Pays-Bas. Voilà. Du côté de Coxide, nous a donné quasiment les mêmes podiums. Forcément, c'est les hommes et les femmes en forme du moment. Donc 100% belge chez les hommes, avec une nouvelle victoire d'Eli Iserbyt, même si derrière ça change un peu, puisque Laurens Swick est deuxième cette fois-ci, et c'est Toon Aerts qui monte sur la troisième marche du podium. Et chez les femmes, on prend exactement les mêmes aussi, dans un ordre différent, puisque c'est Anne-Marie Worst qui s'impose devant Denise Betsema et Lucinda Brandt. Voilà, en tout cas, écoute, j'avoue que ça fait pas une super promo du cyclocross, parce que tous les week-ends, on a exactement les mêmes podiums. Mais c'est des beaux podiums quand même, Florian. Voilà. Mais c'est des beaux podiums, et surtout c'est de très belles courses, surtout à vivre sur place et sur JCN+, on rappelle, sur l'application tous les week-ends. Lolo, on termine rapidement par le vélo de la semaine, et forcément, on a choisi un vélo qui nous rappelle nos vacances. On a trouvé, puisqu'on a la chance d'avoir une belle communauté aussi en Polynésie, on a pu le mesurer en allant en vacances là-bas, et on a trouvé ce magnifique vélo de Charles, un Origine, pris en photo sur l'île de Moorea, donc ça nous rappelle déjà les vacances. Petite larmichette, Charles, c'est trop bien. Retourner très vite. Charles, c'est trop bien. Il a fait il est parti d'un vélo de cyclocross. Il fait de la route. Il a mis des prolongateurs. Donc il a un vélo de tri, un vélo de cyclocross et un vélo de route en un. Et en plus, il a son quadlock sur le prolongateur. Du coup, il peut regarder Netflix pendant qu'il roule. Bon, je suis pas sûr qu'il ait regardé trop Netflix parce que, à mon avis, quand t'es à Moorea, t'as pas trop envie de regarder ton compteur. Mais ouais, trop cool. Tu vois, là, on illustre parfaitement le vélo à tout faire et moi, je trouve ça trop bien. Charles, tu déchires. Top. C'est ça, il peut tout faire et son groupe GRX, il passe partout. Prolongateur, 3 bidons, enfin la totale. En tout cas, la photo est belle, le vélo aussi. Rendez-vous à la fin du mois pour l'élection du vélo du mois. Il va y avoir de la compétition ce mois-ci. Bon, mon Lolo, je vais te laisser aller faire tes courses du Black Friday. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JCN Show. Et restez bien connectés parce que, comme d'habitude, il y a plein de contenu. Encore du contenu sur Tahiti qui débarque ce week-end. Donc, à bientôt. Allez, ciao.